Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous pour ce programme. C'est votre dominical d'information et d'analyse sur la 3 et ce dimanche encore, on fera le tour de l'actualité. Je reçois pour vous par ici Apollinaire Avognon. Il est le président du parti Nouvelle Force Nationale et on en parle justement ici dans un instant. Et deux autres invités tour à tour, Dr Akotenyo Rodrigue Azonwakin, enseignant, chercheur, membre de l'équipe du laboratoire de pharmacologie et de médicaments traditionnels améliorés de la faculté des sciences et technologies de l'université d'Abomey-Calavi, également secrétaire général national de la Fédération nationale des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. Et enfin, un invité culture, est Zim-Pierre Dognon, artiste slammer, docteur en musique et musicologie. Voilà pour l'ossature de cette randonnée. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite avec le mini-journal. À la une, le ouf de soulagement de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, au sortir d'une semaine d'activité intense. C'était deux réunions coup sur coup. D'une part, la 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre et d'autre part, la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région Afrique-Océan Indien. Près de 300 membres de la communauté de l'aviation civile africaine et de l'océan Indien ainsi que les représentants de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI ont fait le point en tout début du journal. Et puis, COVE et le groupement Huile d'Agoni sensibilisés sur l'utilisation du cahier de charge d'une indication géographique. L'activité a rassemblé autour des organisateurs à la mairie de COVE les femmes transformatrices de la région. Elles ont été entretenues par les membres d'une délégation venue de la direction développement industriel et de la structure nationale de liaison avec l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Enfin, marche du cœur, puis exercice physique et le plein d'énergie pour se booster. C'est celle des agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ce samedi sur quelques artères de la ville de Cotonou. Témoignage à l'occasion en les vertus du sport d'entretien. On va y revenir en fin d'édition. Bonjour à nouveau et bienvenue dans ce journal. Cotonou accueille depuis le 6 novembre sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale la 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région Afrique-Océan Indien. Près de 300 membres de la communauté de l'aviation civile africaine et de l'océan Indien, ainsi que les représentants de l'OACI ont pris part à ces réunions. La cérémonie de clôture a eu lieu au Palais des Congrès ce vendredi. Voici le compte-rendu. La 26e réunion du groupe régional Afrique-Océan Indien de planification et de mise en œuvre et la 9e réunion du groupe régional de sécurité de l'aviation pour la région AFI ont pris fin sur des notes positives. Les 5 jours de travail ont permis aux participants de discuter des questions liées à la planification et à la mise en œuvre des services de navigation aérienne, mais également de celles liées à la sécurité aérienne. Cotonou a été la capitale de l'aviation civile. Nous avons discuté des questions de planification et de mise en œuvre des services de navigation aérienne, mais nous avons également parlé de sécurité aérienne. Durant ces 5 jours, nous avons regardé beaucoup de notes de travail, mais en gros, nous avons eu quelques grandes premières au Bénin. L'une de ces premières, c'est que pour la première fois, le groupe AFI de planification et de mise en œuvre a pu produire un rapport sur tout ce qui est système de navigation aérienne. Nous avons aussi, pour la première fois, adopté ici à Cotonou le plan de sécurité aérienne. C'est une première et pour toute notre région, Afrique et Océan Indien. La représentante du ministre du cadre de vie s'est réjouie des conclusions issues des travaux et exhorte les États à un suivi rigoureux de la mise en œuvre des différentes résolutions prises au cours des travaux. Comme vous le savez déjà, l'aviation civile est un secteur en pleine mutation et s'est montrée résiliente face aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19.
Cette résilience est certainement due, entre autres, à la capacité d'anticipation et à la planification dont vous faites preuve. Les conclusions de vos travaux démontrent à suffisance la richesse et la pertinence de vos débats. Distingués délégués, mesdames et messieurs, je voudrais vous exhorter à deux choses. La première, c'est la collaboration et la coopération entre nos États. La deuxième, le suivi rigoureux de la mise en œuvre des différentes résolutions issues de vos travaux. Les nouveaux bureaux élus devront s'y employer avec détermination. À l'issue des assises, le Bénin a été élu à la vice-présidence du RASG-AFI, compte tenu des avancées significatives que le pays a connues en matière de navigation et de sécurité aérienne. Voilà, un colloque à présent international sur la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Il est co-organisé par l'Université de Montréal et celle d'Abomey-Calavi sous le reparrainage de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les échanges ont porté notamment sur le thème « La ZLECAF a renforcé les capacités et partagé les connaissances pour un développement économique inclusif et durable ». C'est le représentant du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui a officiellement clos les travaux de cette rencontre scientifique ce vendredi. Voici le compte-rendu de William Sanoussi et Henri Ganti. La construction de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF était au cœur de cette rencontre scientifique de haut niveau, ici à l'université d'Abomey-Calavi. Après 48 heures d'échanges et de débats riches et fructueux autour du renforcement des capacités et surtout du partage des connaissances pour un développement économique inclusif et durable, les travaux prennent fin à la satisfaction générale. Nous avions voulu un colloque modeste autour de quelques experts et intellectuels africains intéressés par la mise en œuvre d'une zone de libre-échange à l'échelle continentale africaine. Nous avons eu un colloque grandiose autour de thématiques riches, de discussions animées et passionnées, d'échanges contradictoires et fructueux. Bref, nous avons assisté à des réflexions profondes autour de thématiques qui ont soulevé interrogations et réticences, mais qui ont suscité de la suspicion parfois, des ambitions quelquefois, mais rarement le désintérêt. L'un des principaux objectifs de la ZLECAF, entrée en vigueur en mai 2019, est de jeter les bases d'une union douanière et d'un marché unique à l'échelle du continent. Dans une Afrique où 64% de la population a moins de 24 ans et 35% constituée de femmes, dans un espace régional où l'informalité demeure profondément ancrée, il est important de penser à créer les conditions d'un développement économique à la fois inclusif et durable. J'ai découvert beaucoup d'attentes et beaucoup aussi de propositions de collaboration qui me réjouissent. Donc, comme vice-rectrice, je suis extrêmement fière de pouvoir continuer le dialogue qui s'est amorcé ici. Et je dois dire que cet espace de grande liberté de ton, de liberté intellectuelle et de liberté académique m'a énormément séduite. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir assister à cela. Et je serai avec plaisir une collaboratrice de l'université Abomey-Calavi dans le futur, à ma mesure évidemment, et avec votre collaboration. S'adressant à l'assistance au nom du ministre d'État chargé du développement, son représentant a saisi l'occasion pour féliciter l'Observatoire de la francophonie économique, la chaire en gouvernance et droit du commerce international de l'Université de Montréal, les universités de Parakou et d'Abomey-Calavi pour cette initiative. Ce colloque offre l'occasion aux chercheurs non seulement d'approfondir les réflexions sur le sujet d'intérêt commun, mais aussi de créer un cadre d'échange et d'interaction avec des décideurs et autres acteurs commis à l'aide à la décision. Pendant 2 jours, vous avez passé du temps à énoncer les problèmes. Mieux, vous avez même décliné quelques essais de solutions et les conclusions auxquelles le colloque a abouti nous capacitent à aller de l'avant. Au cours de la cérémonie de clôture de ce colloque international sur la ZLECAF qui s'est tenue au Bénin,
Les organisateurs ont procédé à la remise de certificats de participation aux différents experts, chercheurs, universitaires venus de différentes régions du continent africain. Hors de Cotonou, à présent, le centre de formation CFL de Nati Tengou abritait ce jeudi la cérémonie de réception d'ouvrages et de remise officielle de matériel et équipements au profit du centre Don Bosco de Parakou. Ce centre de formation professionnelle et de l'artisanat de Djougou et du centre de formation de Nati Tengou. C'est une initiative du centre de formation professionnelle et renforcement de capacité pour l'emploi force qui vise à travers ce geste à appuyer ces centres de formation en renforçant le plateau technique. Le compte rendu est signé Régis Hippolyte Agossou. 2 véhicules double cabine, 6 motos, un groupe électrogène, un tracteur, un motoculteur, du matériel bureautique et d'importants équipements techniques pour certains métiers offerts ce jeudi 9 novembre 2023 au profit de CFL de Nati Tengou, du CFPA de Djougou et du CPEC Don Bosco de Parakou. Un geste de la composante territoriale du programme Formation professionnelle et renforcement de capacités pour l'emploi, force, dont l'objectif est noble. L'objectif global du programme Force est de contribuer à mettre en place un système efficace et attractif de formation professionnelle par apprentissage qui contribue à un développement socio-économique inclusif et à la mitigation des facteurs de risque pour l'extrémisme violent au Bénin. Un acte qui permettra d'améliorer le plateau technique de ces centres de formation et contribuer à améliorer l'accès des jeunes à une formation professionnelle de qualité. Un programme financé par la coopération suisse. La Suisse est donc résolument engagée à accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale pour l'enseignement technique et la formation professionnelle adoptée par l'État. Les équipements, matériels et ouvrages, objets de remise ce matin, sont pour nous un moyen pour l'atteinte de l'objectif final qui est l'amélioration de la qualité et des capacités de formation des centres partenaires. De la part de nos apprenants et stagiaires, je voudrais espérer un bon usage des matériels et équipements dans la discipline et le respect du bien public. À l'occasion, le bâtiment qui servira de maison à la surveillante des filles du CFL Nati Tengou a été inauguré. Et ce sont les récipiendaires qui se réjouissent pour ces différents dons. Nous vous remercions par ma voix pour tous vos efforts ou abnégations que vous ne cessez de fournir à notre égard. Nous vous promettons de faire bon usage du matériel qui nous a été offert. Nous sommes fiers d'être partenaires dans cette entreprise visant à renforcer la formation professionnelle. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. À noter qu'à la fin de cette cérémonie officielle, une visite guidée a permis de contempler les différents compartiments de la ferme du centre CFL de Nati Tengou et de s'enquérir de ce qui s'y passe. Un atelier est maintenant dans la région d'Agonlin pour former et sensibiliser le groupement HUL d'Agonlin sur l'utilisation du cahier de charge d'une indication géographique. L'activité a rassemblé autour des organisateurs à la mairie de Kové les femmes transformatrices de la région. Ces dernières ont été entretenues par les membres d'une délégation venue de la direction du développement industriel et de la structure nationale de liaison avec l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Les échanges ont porté sur le contenu des cahiers de charges en vue de l'enregistrement de l'HUL d'Agonlin IGP. Plus de précisions avec Imet Elena Moussou. Le processus est dans sa phase terminale lancé il y a un moment. Il est conduit par la direction du développement industriel en collaboration avec la structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. La procédure va aboutir à l'enregistrement en indication géographique protégée de l'huile d'Agonlin. Une indication géographique est un signe, par exemple, que peut porter un produit. Mais le produit doit tirer ses qualités d'une zone donnée, d'une région donnée. Ce n'est pas un produit qu'on peut avoir ailleurs. Les qualités sont spécifiques à la région. Donc c'est le cas de l'huile d'Agonlin. Donc
on est là pour rappeler ou repréciser aux femmes les exigences qui sont dans le cahier de charges. Parce que pour aboutir à l'IGP, c'est-à-dire à l'huile et IGP, là, c'est qu'il y a des étapes à suivre, il y a des exigences. En séance ici, à la salle de conférence de la mairie de Corvey, les envoyés du ministre de l'Industrie et du Commerce sont revenus sur les différentes étapes du processus. Ces échanges ont été l'occasion de rappeler aux femmes transformatrices les exigences contenues dans le cahier des charges et dont le respect va les aider dans l'atteinte de l'objectif fixé. En plus de les inviter à s'appliquer davantage, l'assistance a aussi été renseignée sur l'importance et l'avantage de réussir le processus. L'initiative de la rencontre est saluée par les autorités locales qui ont promis jouer leur partition. Nos parents n'ajoutent que de l'eau à la pâte pour sortir l'huile. Donc c'est une huile naturelle, c'est l'huile que nos parents ont utilisée et ont eu plus de 100 ans avant de partir, avant de rejoindre les ancêtres. Cette démarche pour labelliser cette huile, nous saluons cette initiative et nous promettons de travailler à vos côtés pour que ce soit une réalité. Nous avons foi. Et une fois que ce processus va aboutir, ça va impacter positivement la vie des populations de Corvey. Ça permettra à ceux qui travaillent dans ce secteur de vivre réellement de ce secteur, de vivre décemment. Signe d'une exhortation à maintenir le cap quant aux efforts fournis, la tenue de cette rencontre vient une fois encore rassurer ces femmes de l'engagement des autorités à valoriser, mais surtout labelliser certains produits made in Bénin. Une marche du cœur pour clore cette session, celle des agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ils ont parcouru quelques artères de la ville de Cotonou avant de s'adonner à des exercices physiques, convaincus des bienfaits du sport pour une pleine santé du travailleur. Les images avec Mofit Sagbouran et William Clicquot. 7 heures précises à l'entrée du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ce samedi matin. Quelques étirements ouvrent le bal des exercices. 1, 2, 3, 4, 5. La quinzaine de minutes aura suffi pour préparer les biceps et les triceps à ce qu'il va se passer tout à l'heure. Top, c'est parti. La marche de cœur démarre. Cap sur la route de l'aéroport. Les cadres arpentent le trottoir en groupe. Le rythme monte d'un cran. Accélération maintenue jusqu'à hauteur du carrefour de l'aéroport. Le peloton marque un premier arrêt. Quelques exercices physiques encore, toujours pour la mise en condition. 3, 7, 8. Ça travaille les membres inférieurs. 4, 5. Puis le périple reprend. Carrefour Erevan, boulevard de la Marina amorcé, avec des pas en grande enjambée cette fois-ci. Je trouve ça très bien, parce qu'on est souvent malade. Donc moi, ça me fait du bien. J'étais tout le temps malade, mais maintenant, ça me fait du bien. Le sport, surtout le sport d'entretien, est une bonne chose pour les personnes de toutes les catégories d'âge. Si vous ne vous sentez pas en mesure de faire le sport, il faut nécessairement faire la marche. Ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour jusqu'à transpirer, c'est très important pour la santé. Détour des pavés derrière le ministère des Affaires étrangères, puis retour au point de départ avec quelques exercices physiques au mouvement cadencé. Les agents du ministère en sont heureux. Cette matinée est bien bénéfique au corps et à l'organisme tout entier. Vous savez tout ce que les collaborateurs, les agents que nous sommes, nous subissons pour pouvoir atteindre les résultats. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc nous avons décidé en notre sein, et vous savez qu'aujourd'hui, le sport de groupe, c'est comme la prière de groupe. Ça porte vite plutôt que si nous faisons notre sport seul. J'ai vu que les coachs ont beaucoup d'astuces qui nous ont permis de pouvoir faire des exercices
qui nous donne de tonus. En attendant la prochaine édition, l'épreuve des muscles se poursuit. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce mini-journal. Place à présent au tout premier invité. Je l'annonçais au début, Wilfried Apollinaire Avognon, il est le président du parti Nouvelle Force Nationale. On l'installe tout de suite et on revient. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain, avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Voilà, retour en plateau et avec nous Wilfried Apollinaire Avognon. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bienvenue et merci d'honorer cette invitation. Vous êtes le président du parti Nouvelle Force Nationale NFN. Oui. Je vais y arriver. Et vous êtes ici pour nous parler justement de votre parti. Alors parlons-en. Vous faites quelques petits threads depuis la tentative manquée d'une participation aux dernières élections législatives. Que s'est-il passé? Où vous cachez-vous? Bon, d'abord, je voudrais remercier. Ça fait un bon moment que j'ai mis pied dans vos studios. Et les choses évoluent ici. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui souffre. Merci beaucoup de nous inviter. Ça nous donne l'opportunité quand même de parler avec nos compatriotes pour qu'ils puissent entendre nos sons de cloche. Vous savez, aux dernières élections où on a été écarté carrément, on aura l'occasion d'en parler certainement, et si le temps nous permet. Non, je pense que la Nouvelle Force Nationale ne s'est pas cachée. Vous savez, le tout ne suffit pas de faire tout le temps des tapage médiatique. Il faut travailler parce que ce n'est pas forcément les médias qui jouent un rôle important qui vont vous élire désormais. Il faudra arrêter d'aller au contact, consolider sa base pour affronter les élections. En 2026, nous avons des élections qui sont pour nous, au-delà de tout, un test grandeur nature. Le Bénin n'a jamais par le passé organisé une telle élection. Et donc, il faut vraiment se préparer. Et c'est à ça que nous nous évertuons depuis un certain temps. Alors, monsieur, dont il est question, c'est, oui, vous dites que vous êtes sur le terrain, mais dans l'animation de la vie politique, on ne vous sent pas vraiment, on n'entend pas votre son de cloche dans les grands débats. Bien entendu, tout cela a un coût. On pourrait peut-être penser que c'est faute de moyens. Non, je parie que les collègues qui suivent d'autres médias ou bien qui nous suivent en ligne ne diront pas la même chose. La plus forte raison, nous avons une activité très importante il y a environ un mois, 2 jours, où nous avons mis en place en réalité à Godomé, juste à côté de vous ici, le réseau des femmes leaders de la Nouvelle Force Nationale, où toutes les communes du Bénin, 17 communes, ont une délégation pour mettre en place ça. Parce que nous croyons à la discrimination positive, qu'il faudrait qu'en 2026, nous puissions avoir plus de femmes conseillères, plus de femmes chefs d'arrondissement et plus de femmes maires. Parce qu'actuellement, sur les 77, nous n'avons que 4 maires sur les 77. C'est ahurissant. Et nous travaillons à ça. Nous travaillons également à la mise en place, avec le soutien de nos partenaires, pas les partenaires aux partenaires d'autres formations politiques, vous savez de quoi je parle, l'IGD, le NMD ou bien l'IRI qui nous accompagnent dans ces activités où nous envisageons les jours à venir mettre en place un groupe d'acteurs très important qui est tout le temps lésé. Il s'agit des enseignants.
Vous savez, ils sont, en termes de fonctionnaires, en termes d'agents de l'État, en termes de salariés, ils sont les plus nombreux. Sur 86 000 fonctionnaires, il y a 50 000 enseignants. Combien sont-ils représentés dans les instances décisionnelles pour que leurs préoccupations soient prises en compte? Et c'est ça, nous travaillons pour qu'un réseau qui regroupera des enseignants de tous les établissements publics et privés, qu'ils soient secondaires, professionnels, universitaires et également maternels et primaires, pour pouvoir défendre leurs intérêts sur notre liste au sein de notre formation politique, parce que 2026, c'est pour nous un grand rendez-vous. D'accord. Alors, comment arrivez-vous à faire tout ça? Qui finance les nouvelles forces nationales? Non, dites-moi qui finance les autres partis politiques pour que vous puissiez... Vous savez, les partis politiques ont arrêté 3 sources de financement. Il y a les cotisations des membres, qui est très difficile aujourd'hui par rapport aux jeunes. Également, nous avons la chance que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas le financement public, et donc c'est très difficile. Peut-être c'est pour ça que nous ne faisons pas le tapage médiatique que les autres font avec les sous du contribuable. Nous ne le faisons pas et nous demandons à nos compatriotes de nous suivre sur nos... Il suffit de taper NFN et Chico, vous allez suivre en réalité nos actualités sur tous les médias sociaux. Vous savez, il y a également, nous avons lancé, je vous ai dit que nous avons voulu participer aux élections passées, nous avons lancé une collecte, les gens, parce que j'en ai parlé sur votre média ici, les gens contribuent en 5 000, 10 000, 100 francs, tout ça, peu importe le montant, et nous avons reçu, c'était pour ça que nous allions aux élections. Et récemment, par rapport à la mise en place du réseau des femmes, par exemple, c'est un truc financé, c'est pas beaucoup de moyens, c'est le moyen de bord, c'est l'IGD qui nous a accompagnés, comme accompagne toutes les formations politiques à mettre en œuvre ces activités. Nous faisons avec nos petits moyens, s'il y a des gens qui veulent nous accompagner, sans contrepartie bien sûr, nous sommes trop preneurs. D'accord. Vous n'êtes pas que discret, on a également de la peine à vous lire sur l'échiquier politique national. Vous clamez votre alignement. À quoi cela correspond-il de façon précise? Non-alignement, votre non-alignement. À quoi cela correspond-il de façon précise? Je suis surpris quand vous revenez sur la question souvent et qu'on ne nous écoute pas. Vous savez, nous avons été les premiers à susciter beaucoup de débats ici. Nous avons, même à la dernière sortie des démocrates, j'étais pratiquement le seul président des partis politiques. J'ai eu l'occasion de leur rappeler ce que nous attendions d'eux, parce qu'ils sont les seuls, peut-être en dehors des 2 blocs imposés, qui briment tout le monde sur leur chemin, les seuls représentants à l'Assemblée nationale qui pourraient porter nos voix. La question par rapport à la réforme de la décentralisation, c'est nous qui l'avons suscité avant que les autres formations ne viennent là-dessus. J'en ai parlé à l'OTB, à un autre média privé que je ne cite pas ici. C'est nous qui l'avons suscité avant qu'ils ne viennent là-dessus. Quand il y a eu débat par rapport à la limitation des naissances, nous nous sommes portés pour dire non, ce n'est pas de ça il s'agit. Travaillons à la paternité responsable. Et je pense qu'aujourd'hui que le gouvernement a révisé sa position. Nous nous sommes dit... Le tout ne suffit pas de clamer je suis opposant, je suis mouvancier. C'est des débats qui me excusez-moi le mot, qui me chiffonne souvent. On aurait tellement aimé qu'on demande aux partis politiques c'est quoi votre idéologie. Parce que c'est de ça il s'agit à la fin. On doit pouvoir demander aux gens c'est quoi votre offre politique. Et l'offre politique est étroitement liée en réalité à l'idéologie. Quand vous permettez aux capitalistes de la première génération venir pouvoir, entendez-vous que le social soit mis de côté. Quand vous laissez à un certain... Donc je pense en réalité aujourd'hui les gens écrivent seulement sur les lignes en faisant les formalités, les idéologies sans y croire. Alors est-ce l'étiquette opposition qui vous dérange? Parce que quand on nous sommes aujourd'hui les partis politiques les non-alliés. Nous sommes des non-alliés parce que pour nous, les élections législatives de janvier 2023 nous ont permis de savoir qui était qui. Ceux qui disaient qu'ils étaient opposants ou aussi là, la veille des élections, on a vu tout le monde. Les gens sont retournés à la source de leur naissance. Nous sommes nés dans le désert. Nous avons traversé les intempéries pour naître aujourd'hui. Nous sommes fidèles, restés trop droits dans nos bottes. C'est vrai que notre ligne idéologique n'est pas vraiment connue d'habitude. Ce que vous avez l'habitude d'entendre, c'est opposant mouvancier. Et je voudrais rappeler à nos compatriotes aujourd'hui, quand on dit que vous êtes opposant, vous êtes un yaïste. Excusez-moi l'expression, c'est que vous êtes pour le président Yahi Boni. Quand on dit que vous êtes de la mouvance aujourd'hui, c'est que vous êtes un taloniste, donc vous êtes du président Talon. Pour moi, dans 24 mois, sinon précisément dans 26 mois, que ce soit le président Yahi ou le président Talon, ce sont 2 individus, 2 personnalités de notre pays qui seront des anciens présidents qu'il faut consulter dans de grandes questions. Et pour moi, la vie de 12 millions de Béninois ne doit pas tourner autour de 2 individus. Pour ça que nous disons qu'il faut aller au-delà de ces clivages entre Talon et Yahi. Il faudrait qu'en réalité et aussi, il faut travailler à ce que nous puissions avoir beaucoup plus d'acteurs politiques
qui soient, je ne vais pas utiliser le mot de vertueux, mais des patriotes qui aiment ce pays, qui ont de l'expérience, qui ont quelque chose à apporter à ce pays. J'avais dit quelque chose dans les médias que le président Talon m'a répété. Il dit que la politique ne doit pas être un métier. C'est moi qui l'ai dit. Dans nos pays, ailleurs, sous d'autres cieux, la politique peut être un métier. Les gens travaillent pour être des politiciens. La politique ne doit pas être un métier. C'est pour ça que j'invite dans un premier temps les jeunes en réalité à avoir un boulot. Non, la plupart des jeunes qui se disent qu'ils sont politiciens, c'est des... Je les appelle des démarcheurs politiques. Quand vous demandez ce qu'ils font, ils vous diront simplement qu'ils sont des opérateurs économiques. Non, ils rasent les murs pour avoir des marchés publics par des méthodes pas trop... Enfin, je ne vais pas qualifier ça. Mais c'est ce qu'il faut. Pour vous, être opérateur économique, en fait, demandez-leur la question, j'aurais tellement aimé qu'ils nous disent ce qu'ils produisent. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils transforment? Qu'est-ce qu'ils font? Et c'est pour ça que quand je suis un opérateur économique et je ne fais que de l'import-export, je ne refuse pas ça. Et quels sont les marchés que vous avez eus? Ce marché est obtenu avec l'État. Et c'est à ça que nous voulons cultiver. Et de quelle manière? Comment le marché? Donc, c'est tant de questions sur lesquelles je voudrais inviter les jeunes à arrêter à travailler. Qu'ils nous disent, quand les jeunes viennent vous parler de la politique, dites-leur qu'est-ce qu'ils font. Si vous dites opérateurs économiques, demandez-leur qu'est-ce qu'ils fabriquent, qu'est-ce qu'ils transforment, qu'est-ce qu'ils produisent. S'ils sont des marchés publics et import-export, sachez qu'en réalité que ce sont des gens qui sont des marchés politiques. Alors, en tant que non-aligné, que pensez-vous apporter de nouveau quant à vous, à l'offre politique nationale? Qu'apportez-vous au Bénin? Non, nous sommes porteurs d'un projet au-delà de la démocratie libre à visage humain. Nous sommes porteurs d'un projet qu'on appelle le Bénin au travail. Mettre le Bénin au travail qui s'articule autour de 3 axes sur lesquels nous avons l'occasion d'en parler suffisamment. Il faudrait mettre, vous savez, moi personnellement, j'ai contribué en termes d'impôts sur revenus environ de 800 000 par an, sans compter en réalité TVM et autres là. Nous sommes en réalité 7 millions environ de Béninois actifs. Si chaque Béninois arrivait à contribuer en réalité de 1%, mais 10% de son revenu, de ce que moi, Apolline, je contribue par rapport aux recettes en réalité de l'État, je pense que l'État pourrait ne plus avoir à chercher d'autres revenus. Vous verrez que nous serons en réalité à 4 900 000 milliards. C'est dit qu'en réalité qu'il faut mettre les Béninois ne travaillent pas. Et donc si on arrive à trouver un système qui permet aux gens d'être bien formés, c'est-à-dire ne pas aller à l'université que nous allons actuellement, qui forme des chômeurs, ou quand vous avez même juste en réalité BPC, vous avez un BPC professionnel, regardez autour de vous, je vous invite mes compatriotes, regardez autour de vous, tout ce qui est autour de vous, 90% de tout ce que vous utilisez, c'est des choses qui sont importées. Et ceux qui le font ailleurs, ce n'est pas des gens qui sont au niveau bac ou bac plus ou doctorat. C'est des gens qui ont arrivé n'ont même pas le CP. C'est dit qu'en réalité qu'il faut réformer pour que les Béninois puissent travailler. Je vous félicite le gouvernement qui dit qu'il faudrait des lycées dans pratiquement toutes les communes. Mais une chose est de faire les lycées. Il faudrait qu'en réalité que le système d'accès au lycée soit très accessible, que le secteur privé puisse contribuer. L'État ne peut pas tout faire. Donc quand nous avons des gens bien formés à l'agriculture, à la transformation, à tout ça, les Béninois vont travailler, ils vont payer les impôts. L'État aura à respirer moins, à prêter moins de l'argent à l'extérieur. Ça, il faut mettre le Béninois au travail. Le deuxième, il faudrait qu'une justice soit libre et équitable. Une autre justice aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de susciter des réflexions à plusieurs endroits pour dire, mais comment nous ne pouvons pas nous asseoir pour imaginer dans quelle mesure notre justice ne soit pas, le ministère de la Justice ne soit pas dans le gouvernement. Je ne suis pas le premier à l'éventer, les gens en ont parlé aux États-Unis, en France. C'est parce que nous avons un problème de l'indépendance de notre justice auquel il faut y travailler. Donc le deuxième axe de notre projet est sur la justice. Parce que si le juge est libre de dire le droit tel qu'il le faut, s'il ne craint pas pour sa profession, ne craint pas pour sa sécurité, ne craint pas pour sa carrière, aucun politicien ne peut faire ce que nous voyons. Il faudra faire attention non plus à ne pas créer un système une démocratie de juges. Non, je dis, nous allons nous asseoir. Ce n'est pas 2-3 impôts, une oligarchie qui nous dira ce que nous allons faire. Nous devons nous asseoir pour pouvoir définir le mécanisme pour que le juge ne doit pas craindre pour sa sécurité, ne doit pas craindre pour son intégrité physique, pour sa carrière. Si nous arrivons à faire ça, je pense en réalité aucun politicien ne peut faire ce que nous voyons depuis sous nos yeux. Et le troisième axe de notre offre politique, c'est en réalité, il faut une presse. Vous dites qu'ils sont un pouvoir et tous les autres pouvoirs sont financés et que l'État ne finance pas le pouvoir, la presse, à la hauteur d'une transparence qu'il faut. Il faudrait que nos journalistes soient fiers d'être journalistes, qu'ils ne soient pas des... non, je ne vais pas utiliser, mais ils ne seront pas d'accord avec moi, mais ils savent de quoi je parle. Il faut financer notre presse, il faut un mécanisme de financement équitable, juste pour les meilleurs qui font le travail. Je pense que si les Béninois au travail, quand la justice est libre et quand les journalistes font leur travail et investissent en réalité, ne craignent pas pour leur sécurité, ne craignent pas pour leur intégrité, aucun politicien ne peut... On aura des Béninois très patriotes. Comme le patriotisme refuse de prendre le chemin
avec ces mécanismes, on peut forcer le patriotisme dans le conscient de chaque Béninois. Donc voilà, qu'est-ce que nous portons, voilà notre projet. Et dites-nous, que ce soit de la gauche ou de la droite aujourd'hui, ce qui me fascine, c'est que vous dites que nous ne sommes pas opposants, nous ne sommes pas mouvanciers, notre position est ambiguë. Dites-moi que ceux qui de la gauche ou de la droite, enfin, je peux les appeler ainsi, ceux qui sont de la mouvance ou de l'opposition aujourd'hui, vous les voyez cohérents? Non, dites-moi, 2015-2016, regardez tous ceux qui criaient, président Yahi est mauvais. Regardez, j'avais pitié du président Yahi en son temps, vous vous rappelez? Mais c'est la même aujourd'hui qui disent que... Vous voyez ça? Non, soyez cohérents dans ce que vous faites. Il y a des, vous savez, 85% des Béninois ont moins de 40 ans. Ils veulent avoir des gens qui... Dites-moi, il y a quelques mois, tous les partis politiques de l'opposition ou de la mouvance pratiquement étaient aux élections. Mais plus de 62 tiers des Béninois ne sont pas sortis pour voter. Mais ça veut dire qu'en été qu'ils ne veulent pas. Il y a un très grand écart entre les partis politiques que vous dites grands, entre griffes, que moi j'appelle des boîtes à crème. Parce que ces gens, oui, c'est ça. Non, c'est des boîtes à crème parce que d'ici là, dès que l'intérêt ne sera plus commun, mais ça va. On a vu dans ce pays. Dites-moi, si le président Talon ne contrôle pas UP ou bien BA aujourd'hui, mais qu'est-ce qui reste? S'ils sont plus au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester? Évoluer, on parlait tantôt de si ceux qui se disent de LD aujourd'hui, s'ils sont au pouvoir aujourd'hui, vous pensez que ça va rester? Non, c'est pour dire qu'il faut créer de nouveaux acteurs politiques qui sont des patriotes, qui ont d'expérience, qui ont quelque chose à apporter à cette République. Et c'est à ça que nous travaillons. D'accord. On parlait tantôt donc de cette participation manquée aux législatives de 2023. Que s'est-il passé et quelles leçons avez-vous tirées de cette expérience? Je voudrais répéter peut-être le président Eric Hounete qui dit les recours, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, mais il faudrait que nous puissions trouver un mécanisme pour que la mise en place de cette Cour soit vraiment le plus représentatif de ce que nous voulons. Je me rappelle parce que la Sénat avait rejeté notre dossier pour un seul alibi, qui avait eu la même personne qui était, c'est une question d'homonymie. Et du coup, j'étais allé à la Cour, j'avais saisi la Cour constitutionnelle parce qu'on avait 72 heures, mais j'avais attiré en temps l'attention de la Sénat pour dire qu'ils étaient en erreur. On était allé devant la Cour, et j'ai dit non, mais il ne s'agit pas de la même personne, voilà les deux identités différentes. Parce qu'on avait des retards pour avoir certaines pièces. Donc j'avais prévu toutes les pièces qui étaient amenées. Bon, ils ne savaient plus quoi dire. Puisqu'on avait dit à rejeter, tout le monde avait dit après qu'on a rejeté nos dossiers, il fallait nous trouver quelque chose. Et donc il y avait eu des erreurs de noms mal écrits, de trucs comme ça. J'ai dit, mais président, si c'est erreur de notre part, parce que le nom de famille n'était pas mal écrit, c'est le nom de prénom qui était mal écrit. Si ce n'est que ça, il n'y a pas de souci. Il y a eu des erreurs qui venaient de la Sénat. Je leur ai posé une seule question. J'ai dit, le président de la Cour, allez dans la 16e circonscription, c'était moi-même, la tête de liste. Regardez, parce qu'il y a eu deux papiers que la Sénat nous a donnés. Le 9 novembre, la Sénat disait dans ces papiers que je n'ai pas déposé le quitus fiscal. Et le 11 novembre, la Sénat dit que dans ces papiers que j'ai donné le quitus fiscal. Est-ce que de 2, j'ai demandé à l'avocat de la Cour, est-ce que de 2 au 9, j'ai mis pied à la Sénat, ou soit j'ai envoyé quelqu'un à la Sénat compléter mon quitus fiscal? Ils ont dit non. La Sénat, vous êtes en erreur pour question d'écriture, laissez-nous aller aux élections. Ils ont ajourné la séance pour revenir, c'est pour nous dire que nous n'allons pas aux élections. C'est dit qu'en réalité, il faudrait que nous puissions trouver un mécanisme qui permette la désignation des gens patriotes. Des gens qui n'ont pas peur de faire le boulot, ce pourquoi ils sont payés à des coûts de millions le mois, l'argent du contribuable. Je pense en réalité que ces gens, je ne sais pas s'ils dorment bien chez eux. D'accord, on est déjà en 2023 et déjà les regards sont tournés vers 2026. Absolument. Quels sont les enjeux auxquels vous vous préparez dans cette perspective? Non, il y a une élection qui est très capitale, c'est les élections communales et législatives. Et ensuite, le deuxième enjeu, c'est les élections présidentielles. Et l'un conditionne l'autre. Il y a eu beaucoup d'ambiguïté pour l'heure, mais ce qui est plus urgent, il y a l'obligation de travailler sur un certain nombre d'aspects. À l'intérieur de nos formations politiques, nous travaillons pour participer aux élections. Avoir des jeunes qui ont... Quand vous allez faire notre liste, on aurait dû nous laisser présenter nos listes. Vous allez voir la qualité des hommes et des femmes que nous mettons sur des listes. C'était majoritairement des jeunes qui ont un parcours, qui ont un capital social à vendre à ce pays. Parce que j'ai l'habitude de dire, quand vous sortez de vous, vous dites... Voilà qui je suis. On doit dire, ah, si c'est lui, essayons ça. Mais c'est les mêmes personnes que mes parents ont connues, que mes grands-frères ont connues, qui continuent de prendre en otage le système politique de la base jusqu'au sommet. Et donc, nous autres, nous travaillons pour mettre des jeunes sur les listes en été 2026, mais surtout pour permettre en été à beaucoup de femmes d'être représentées dans les instances décisionnelles de ce pays. Chef d'arrondissement, maire, député, et à dépasser le nom que nous avons aujourd'hui. Ben, les présidentielles sont vraiment un très grand tournant.
et nous y travaillons. Justement, est-ce que la nouvelle force nationale a déjà un candidat pour 2026 ou pourquoi n'en suscitez pas un tel que c'est la mode actuellement dans notre pays? Non, vous avez vu un parti politique susciter un candidat jusqu'à présent? Non, aucun. C'est d'abord le plus grand échec en réalité de la réforme du système partisan. Vous savez, vous dites que vous ne lisez pas, peut-être allez sur ma page, vous allez voir, allez sur la page NFN Chico, vous verrez nos positions régulièrement. Parce que avoir accès aux médias aujourd'hui, je vous remercie au passage, c'est très difficile parce que ils viennent nous pour des entretiens, pas des directs comme vous nous offrez aujourd'hui, nous sommes en direct, mais ailleurs on vous dit que c'est mis en boîte, après on coupe tout ce que vous avez dit, et là le rendu n'est pas ce que vous voulez dire. Bon, il faut comprendre, il faut comprendre également que le métier a des exigences. Non, quand je suis venu ici, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que j'ai enfreint aux règles de la République? Non, c'est pour ça que je dis, il faut que le deuxième aspect, il faut travailler en réalité à une presse libre, qui travaille de façon très responsable, qui ne soit pas contrôlée par un autre pouvoir, notamment le pouvoir de l'argent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes dit, non, il faut travailler en réalité d'abord aux critères. Qui nous voulons être candidat pour 2026 pour qu'il soit président de la République? Et c'est à ça que nous travaillons actuellement. Vous savez, nous ne voulons pas un président revanchard en 2026. C'est très important. Parce que ce que nous avons vu en 2016, où tout ce qui a été fait, il fallait, vous savez de quoi je parle. Donc, on n'a pas besoin, c'est l'argent du contribuable. Il ne faut pas un président qui doit remettre tout en cause. Tout n'est pas mauvais sous le régime du président Talon. Il y a eu des infrastructures de proximité qu'il faut continuer. Donc, nous avons besoin d'un président qui ne soit pas un président revanchard. Deuxième critère, il faudrait que ce président ne soit pas un président, comment vous appelez? La première question d'abord, c'est est-ce que ce président qui soit revanchard, de quelqu'un il vient? Alors ça, nous travaillons actuellement. Donc, je ne peux pas en parler pour le. Deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas que ce président soit un président qui n'est pas à cœur le social. Tout ce qu'on a reproché au président Talon jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il est très loin d'être un président qui a à cœur le social. Et c'est ça qui l'a amené. Nous faisons partie de ceux qui ont commencé par créer ça, ou son deuxième mandat, qu'il a dit que ce sera hautement social. Et les tout prochains jours, je promets que nous allons vous dire le degré de sociabilité de budget général de l'État qui est actuellement au niveau de l'Assemblée. Nous sommes un parti non parlementaire, mais nous sommes en train de travailler actuellement sur le projet de budget qui est déposé à l'Assemblée pour dire si ce projet est vraiment sociable ou non, ce projet de budget. Et donc, il faudrait un président qui a à cœur le social. Le troisième critère, mais je pense en réalité qu'il faudrait qu'on commence par faire confiance à ceux qui sont sur le territoire. Vous savez, le président Talon, quand il est venu, il a fait recours à beaucoup de nos frères de la diaspora. Excusez-moi. Qui sont déconnectés du pays. Ils étaient déconnectés. Excusez-moi. Donc, on n'a pas besoin du merci. Que quelqu'un vienne ailleurs pour dire non, je vis. Non, on n'a pas besoin de ça. Quelqu'un qui connaît notre administration. Quelqu'un qui connaît le pays. C'est à ça que nous travaillons actuellement. Alors, comment éventuellement, si éventuellement vous désignez un candidat pour 2026, comment comptez-vous régler la question du parrainage? Non, le parrainage, c'est pour ça la Cour constitutionnelle doit nous dire clairement les dates de façon très précise. Vous savez, les députés de la 10e mandature, est-ce qu'ils peuvent parrainer le président ou non? Je peux vous répondre que oui. Contrairement à notre ami, comment il s'appelle, l'ancien ministre de la Justice qui est en exil actuellement. Dianotin. Monsieur Dianotin. Non, excusez-moi. Je pense en réalité que le dépôt des dossiers, ils ont donné ça le 2 février. Le 2 ou bien le 6 février, je pense en réalité. Et les députés seront installés le 2 jours après. Vous pouvez déposer votre dossier et 2 jours après venir compléter. Donc pour moi, nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à cette question. Donc nous travaillons. L'essentiel, c'est que nous puissions avoir assez de députés et de maires pour pouvoir parrainer notre candidat. D'accord. Quelle lecture globale faites-vous de l'écosystème qui entoure l'organisation des élections actuellement? Non, je pense en réalité que personne ne fait confiance à la Sénat. Personne ne fait confiance aux actuelles institutions de la République parce que quelle est la décision la plus acceptée depuis un certain temps que ces gens sont là? Regardez le monsieur Saka Lafia, qui était au ministère de l'Intérieur. Comment il a été critiqué, tout ce qu'il a eu par rapport... Non, écoutez, ce monsieur est ici aujourd'hui, non. Le système n'est même pas libre. Monsieur Saka Lafia est membre du bureau politique de l'UP. Mais il doit tirer drap de son côté. Alors, qui est vraiment l'opposant, qui est dans la cour de la Sénat? Vous savez, en 2019, nous avons eu un cas
auxquels vous n'avez pas fait attention. Il y avait un monsieur qui était, je ne veux pas citer de nom, mais vous savez de qui je parle, qui était à la Sénat, qui a fuité, qui avait eu quelque chose qui n'allait pas. Vous avez vu comment ça s'est terminé. Il y a la politique de tu me suivais, je te suivais. Aujourd'hui, on dit, à la réforme dit que les agents électoraux sont sélectionnés par la direction générale des élections. Où on lance un appel, les gens postulent et c'est un système informatique qui sélectionne les gens. Mais c'est faux. Le système informatique peut être programmé pour sélectionner ceux que nous voulons. On a vu les élections dans d'autres pays, dans de plus grandes démocraties, où quand on dit informatiser, tout ce qu'on peut faire avec. Donc, cessez de dire que c'est un système qui sélectionne, c'est faux. Vous êtes des politiciens. Vous êtes membre de l'UPBA, un certain nombre de choses. Donc, il faudrait que nous puissions revenir à la politique de tu me surveilles et je te surveille. Parce que nous avons organisé 3 élections d'hier et les gens ont estampillé des bulletins de vote. Il y a un élu du Parlement qui avait même dit le nombre de carnets que lui, il avait estampillé. Et personne ne l'a dit. Le ministre de la Justice. Le sujet pendant le ministre de la Justice est venu nous dire. Donc, ça fait déjà 3 ans. Le ministre de la Justice nous a dit que ces gens seront punis. Mais punissez avant qu'on organise une autre élection. C'est ce qu'on demande. Alors, ça permettra, parce qu'on n'a pas puni en 2021, on a vu ça encore. En 2023 récemment, les gens en ont fait encore. Mais il faut sanctionner. Mais quand ça ne marche pas, revenez en arrière. Il faut que les partis politiques en liste désignent, comme par le passé, les agents électoraux. Et là, nous serons sûrs que tu es là, tu fais, moi si je suis, je te surveille pour que l'étude soit bien faite. Nous avons eu l'occasion de dire également à la Sénat qu'il faudrait que le bulletin, la fiche de dépouillement soit en nombre suffisant pour que chaque parti politique en liste soit en possession. Parce qu'on a vu, si c'est pas qu'ils je ne sais pas si ils étaient comptables de tout ça, on a vu, on a demandé quelles sont les preuves et les gens n'étaient pas en mesure de fournir. Le point sur lequel on leur a dit, et je vous félicite Jean-Baptiste Elias au passage, qui a dit, pour éviter toute contestation, il faut qu'on aille à l'école du Sénégal. C'est-à-dire, les résultats sont donnés poste par poste. Quand la Sénat dit telle circoncision, tel montant, il faut qu'on nous dise c'est ceci plus ceci qui a donné ça. Il ne dit jamais ça. Le système n'est pas transparent. Alors, conditionnez-vous votre participation aux élections, par exemple, à la réalisation des préalables que vous évoquez là? Non, je pense que ce qu'ils ont fait en 2019, ce qu'ils ont fait en 2020, ce qu'ils ont fait en 2021 et 2023, ils ne pourront plus le faire. Le contexte géopolitique a changé. Et je pense que nous n'avons pas besoin de ces gens d'exclusion pour participer aux élections. Je fais confiance encore au génie béninois et que nous pouvons arriver à avoir des élections. On n'a pas besoin de faire recours à une cour bien, une CEDEAO ou bien quoi. Un parti d'opposition fait d'une préoccupation cette question justement, le président du Parti des démocrates, qui a saisi des instances régionales et ainsi que des partenaires bilatéraux en vue d'un audit en quelque sorte du cadre institutionnel des élections béninoises. Quel regard portez-vous sur cette actualité? Non, vous savez, j'ai beaucoup de respect au président Yahi Boni. Je pense en été, il a voulu faire parler de lui-même, je ne sais pas à quelle fin. Parce que pour moi, la CEDEAO ferait quoi? L'Union africaine ferait quoi? Non, dites-moi, le Nigeria a fermé nos frontières pendant 4 ans d'années, 4 années durant. La CEDEAO a été saisie de tous les côtés. Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire? Rien. On a eu des élections exclusives aujourd'hui, on a saisi la Cour constitutionnelle, on a saisi toutes les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Maintenant, on dit encore saisir ces institutions. Donc, vous savez, même la CEDEAO, la vision de la CEDEAO pour 2021 était la CEDEAO des peuples. J'ai l'impression que les peuples sont en avance sur les institutions. Regardez la crise du Niger aujourd'hui, on a l'impression que c'est une crise qui concerne tous les Africains que la CEDEAO elle-même. Quand ils ont fermé les frontières, vous avez vu la réaction de tout le peuple africain. Et je pense en réalité que la CEDEAO avait donné sa vision, mais le peuple l'a devancé. Et je veux vous rassurer que les élections qui ont été exclues, les élections, non, ce ne sera pas possible. Ce n'est pas évident. Le contexte a changé. Je ne veux pas que les gens pensent à ça, qui travaillent dans le fief pour aller aux élections de façon libre, parce que ce ne sera pas possible. Deuxième chose, saisir une institution pour qu'on vienne régler. Aucune institution ne viendra régler aucun problème. Nous devons nous asseoir. Nous devons trouver les solutions entre Béninois pour définir en réalité les bases sur lesquelles nous irons aux élections. Nous avons encore assez de temps pour le faire. Et je fais confiance en réalité au génie béninois que nous y parviendrons. D'accord, une dernière question avant de clore cet entretien. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de la mise en œuvre des réformes politiques au Bénin? Le nouveau système partisan, notamment, a-t-il fait ses preuves selon vous? Non, je pense que la réforme elle n'est pas totalement un échec, mais il y a eu plus d'échecs que de réussites.
Vous savez, vous avez organisé 4 élections, mais 3 élections, où toutes ces élections sont des élections exclusives. Je pense en réalité c'est un échec. Et au cours, même dans la mise en œuvre de la réforme, on a voulu même élire les maires. On a vu qu'on était obligé de retourner à l'Assemblée pour imposer des maires. Je pense que c'est un échec. Et c'est corrélé avec la réforme de la décentralisation. Je pense en réalité que nous devons nous asseoir pour revenir en arrière. Et si on ne le fait pas en 2026, nous prenons le pouvoir, nous allons le faire. Il faut balayer tout ça. Je suis sincère. Je suis d'accord pour qu'on puisse avoir de grands partis politiques, mais des partis politiques constitués sur la base des idéologies et non forcés, regroupés par des gens pour des intérêts. Non, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Wilfried Apollinaire à Voyon, nous sommes au terme de cet entretien. Je vous laisse conclure. Non, d'abord, je voudrais remercier Canal 3 de nous donner cette opportunité de parler en direct avec nos compatriotes. Nous n'insultons personne. Nous voulons en réalité contribuer à la gestion de ce pays dans la transparence, dans le respect des textes de la République. Je voudrais inviter les jeunes à s'engager massivement en politique. Je ne dirais pas forcément la nouvelle force nationale, mais engagez-vous pour que nous puissions cesser de laisser cette activité, la politique, à des vieux essentiellement mis par des intérêts personnels, égoïstes et éphémères qui ont leur avenir derrière eux. Et nous avons devant notre avenir. Wilfried Apollinaire à Voyon, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du parti La Nouvelle Force Nationale. On aura certainement d'autres occasions. Merci beaucoup. La suite à présent avec un deuxième invité, Dr Akoteyon Rodrigue Azonwakin. Il est enseignant-chercheur, secrétaire général de la Fédération nationale des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. On l'accueille avec ceci. Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact +229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Un plateau et avec nous, Akoteyon Rodrigue Azonwakin, vous êtes enseignant-chercheur, maître assistant dans l'Université du CAMES en pharmacologie et membre de l'équipe de pharmacologie et des médicaments traditionnels améliorés de la faculté des sciences et techniques de l'Université d'Abomey-Calavi, également secrétaire général de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. C'est à ce titre que vous êtes ici. Parlant justement de votre fédération, dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Moi, c'est le docteur Rodrigue Akoteyon Azonwakin. Je suis pharmacologue. Je suis le secrétaire fédéral des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. C'est à ce titre que je suis là. Voilà, je suis venu parler un peu de la médecine traditionnelle au Bénin, des phytomédicaments, des dispositions qui sont dans le pays que la FANAMETRA prend pour quand même rehausser la qualité des produits que nous produisons dans notre pays. D'accord, on va en venir là, mais avant, vous étiez fin juillet dernier en Assemblée Générale Ordinaire. Que peut-on retenir des grandes décisions qui en sont issues? Merci beaucoup. La FANAMETRA est le premier organisme corporatiste des tradis praticiens
du Bénin, créé en 2020. Donc, du coup, après 2 ans d'exercice, on s'est dit qu'il faut quand même faire le parcours, le rapport à mi-parcours. Donc, nous avons essayé de faire ce rapport à mi-parcours. Des décisions ont été prises pour que nous puissions quand même montrer à la face du monde ce que nous faisons. Et voilà, donc c'est un peu ça. C'était le 28, le 29 juillet 2023 à Parakou. On était à Parakou. On a fait le tout de tout ce qu'on a eu à faire comme activité et on a pris les décisions qui s'imposent pour pouvoir avancer. Alors, quelles sont les activités que préconise la fédération pour répondre un tant soit peu aux attentes de vos mandants? Les activités de la FANAMETRAB. Vous savez, la FANAMETRAB, l'objectif, c'est de former les acteurs de la médecine traditionnelle, de sortir des médicaments traditionnels améliorés de qualité qui peuvent avoir l'autorisation de mise sur le marché dans notre pays. Ça, c'est l'objectif principal. Et au-delà de ça, mettre des associations ensemble, fédérons nos efforts pour quand même faire le même travail, le travail de qualité. Quand on est ensemble, on est plus fort. C'est l'objectif de la FANAMETRAB. C'est en cela que beaucoup d'associations se sont mises en fédération. Donc c'est la fédération. L'objectif, c'est de travailler avec les associations pour que, à la fin de l'année, de chaque année, on puisse dire la fédération a sorti un phytomédicament de qualité. Donc pour y arriver, il faut forcément former nos acteurs. Vous savez, dans notre pays, la plupart de ceux-là qui sont dans ce secteur, c'est des gens qui ont été formés par succession. Pas formés même, ils ont appris par succession. L'aïeul l'a fait, le grand-père a fait, le papa a fait, je suis en train de faire. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Non. Donc il va falloir former les gens sur des nouvelles techniques parce que tout bouge, tout change. Donc pour y arriver. D'accord. Alors, vous êtes une association, vous êtes une fédération, ce sont des associations réunies, mais est-ce fermé ou est-il encore possible que des associations y adhèrent? Si oui, comment peuvent-ils s'y prendre? C'est très bien possible. Nous sommes une fédération. Et quand on parle de fédération, c'est l'union de plusieurs associations qui interviennent dans le domaine. Donc du coup, c'est encore ouvert pour toutes les associations, toutes les ONG qui interviennent dans les pratiques de la médecine traditionnelle. Ils peuvent adhérer à la fédération. Il suffit juste de rédiger une lettre de demande d'adhésion adressée au président du bureau exécutif national et ça y est, on vous accepte. Et c'est à 0 francs. C'est à 0 francs. D'accord. La FANAMETRAB, à travers son président, a effectué récemment une tournée européenne. C'est à quelle fin? Très bien. Et ça pose le problème du financement local de la recherche. Parce qu'on parle de médecine traditionnelle, nos pratiques de chez nous. Normalement, on devait trouver des entreprises qui devraient aider la fédération à sortir des produits de qualité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le président, avec son leadership, a dû trouver des partenaires pour nous aider à apporter les preuves scientifiques de ce que nous faisons, de ce que nous avançons. C'est à ce titre que le président a fait une tournée européenne pour pouvoir discuter avec les partenaires comment sortir des phytomédicaments de qualité certifiés, comment mettre sur pied des jardins botaniques de qualité. Donc c'est à ce titre qu'il est allé en Europe et voilà, nous avons eu des résultats. Nous attendons que les partenaires descendent pour voir ce que nous faisons réellement sur place. D'accord. Vous avez également lancé une formation certifiante à l'intention des tradithérapeutes. Où en est le processus? Merci. Comme je le disais, la formation est la clé de toute réussite. Le développement, pour parler du développement, il faut être formé. Il faut être formé et je le dis même pour les chercheurs que nous sommes, la science est dynamique. La science n'est pas statique. Ça veut dire que chaque fois, il faut former nos acteurs. Nos acteurs, surtout que la plupart de ceux qui sont en médecine traditionnelle, c'est des gens qui ont appris par succession. Donc, il faut relever un peu leur niveau, leur apprendre les techniques nouvelles. Donc, c'est dans cette optique, sous le leadership du président Badjito Basile et les chercheurs. Vous voyez, je suis chercheur, je suis dans la corporation. Il y a les enseignants, chercheurs, les professeurs titulaires qui ont commencé à former les acteurs réellement sur les techniques. Vous voyez, il y a des praticiens qui te disent « je guéris le paludisme ». Mais tu lui dis qu'est-ce que le paludisme, il n'arrive pas à expliquer. Donc il faut leur expliquer les plantes, parce qu'il y a des plantes qui sont toxiques, qu'on ne peut pas utiliser. Les plantes qu'on peut utiliser, ce qu'on ne peut pas utiliser. Ensuite, comment il faut administrer le soin. L'eucalyptus, par exemple, qui a une version qui est très proche. Très bien. Il y a des espèces qui se ressemblent tellement. Il faut apprendre à identifier ces espèces, parce que si vous ne savez pas l'espèce, vous pouvez passer à côté de votre traitement. Donc c'est à cela que la FANAMETRAB s'attelle à former les acteurs, comment il faut recevoir le patient, comment il faut préparer
le phytomédicament, quelles sont les règles d'hygiène qu'il faut respecter pour avoir un produit de qualité. Vous avez également lancé une formation certifiante à l'intention des tradithérapeutes. On vient d'en parler. Un autre chantier sur lequel la Fédération se met actuellement, c'est l'analyse subventionnée des médicaments traditionnels. Comment ça se passe? Oui, un médicament, il faut forcément l'analyser. À défaut d'être efficace, le médicament doit être non toxique. Je parle du phytomédicament, doit être non toxique. Donc du coup, forcément, il faut passer au laboratoire, faire les analyses de ces produits pour certifier réellement ce que guérit ce médicament. Donc nous, à la Fanametrab, nous avons choisi aider les praticiens, ceux qui ont des produits efficaces d'une manière ou d'une autre, les aider à faire les analyses. Les analyses coûtent entre 300 et 400 000 francs CFA. Les praticiens n'en ont pas. Donc la Fanametrab va décider de faire ces analyses à moins de coût, moitié prix. 300 000, vous payez 150 000, on vous aide à analyser votre produit et on peut vous aider à monter le dossier pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Encore d'autres questions, on aura fini cet entretien. On parle abondamment de l'association des deux types de médecine, à savoir la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Comment vous l'entrevoyez, vous, au niveau du Fanametrab? Très bien, c'est le moment de remercier et de saluer le ministre de la Santé qui accorde de l'importance à ce secteur-là et de saluer aussi le coordonnateur de la pharmacopée, de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé, M. Zoumarou, qui accorde beaucoup de prix à ce secteur. Donc la collaboration, c'est plus ou moins ça, c'est pas ce qu'on souhaite encore et c'est normal parce que lorsque vous avancez des arguments et vous ne sortez pas les preuves scientifiques, les preuves de ce que vous avancez, il y a de quoi que les autres, les médecins modernes doutent de ce que vous faites. Donc c'est à cela que la Fanametrab s'attelle à apporter les preuves scientifiques. Quels sont les principes actifs qu'on a dans la plante? Ça guérit quoi? Ça agit sur quel organe? Donc c'est très important. Mais la collaboration, elle est bonne. Au beau-fils, il n'y a pas quelques trucs qui ne marchent pas, ça peut aller. D'accord, il y a également que le milieu des tradithérapeutes est problématique, truffé, dit-on, de charlatans et de vendeurs d'illusions. Et vous travaillez également à son assainissement. Alors, ce sera ma dernière question. Quelle forme prendra cette lutte pour l'assainissement du milieu? Très bien, merci beaucoup. Il faut faire la nuance. Nous sommes des pharmacologues, la phytothérapie. Plante, principe actif, guérison. C'est différent du beau, c'est différent du phare, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Nous, on veut apporter les preuves scientifiques de ce que nous faisons. Vous voyez un peu? Donc du coup, quand on prend une plante, il faut montrer que dans la plante, nous avons telle molécule, tel principe actif qui guérit telle maladie. Vous voyez, la médecine traditionnelle, elle est vaste, mais nous sommes dans l'aspect explicable. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que, lorsqu'on dit une plante a des vertus pour guérir le diabète, quels sont les principes actifs? Ça agit sur quel organe et comment? Il faut prouver ça. C'est dans ça nous sommes. Donc nous ne sommes pas dans les autres aspects de la médecine traditionnelle, mais nous sommes dans l'aspect explicable, phytomédicaments, sortis des médicaments de qualité supérieure. D'accord. À côté de Rodrigue Azonwakin, enseignant, chercheur et secrétaire général de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle, merci d'être passé nous voir. Je vous laisse conclure. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite de votre plateau pour demander aux praticiens de se faire former. C'est très important. La formation, rien que la formation. Il faut que les gens se forment sur les techniques nouvelles pour pouvoir sortir des produits de qualité qu'on peut vendre à l'extérieur du pays. Un de mes enseignants a l'habitude de le dire. Lorsque le Bénin va trouver un bon médicament traditionnel amélioré, efficace, on peut dire adieu au pétrole. Parce que beaucoup de pays s'appuient sur le pétrole. Mais si nous on trouve un phytomédicament efficace, on peut dire adieu au pétrole. Merci encore une fois d'être passé nous voir et bon vent au nouveau bureau de la Fanametrab. C'est moi. D'accord. Merci beaucoup. Le grand format va se poursuivre cette fois avec le plateau média. Léonce Gamaï est ici, les journalistes, analystes politiques. On l'installe tout de suite et on revient. L'établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5. Génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences
finance économique et de gestion, marketing, communication et commerce, banque financière et assurance, finance comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction, USMB laissez la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou, contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. En plateau, Léonce Gamaï, journaliste, analyste politique et manager général du média en ligne Banuto, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Léonce Gamaï, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bienvenue sur le plateau de Canal 3 Bénin. Merci. Alors, avec vous, on va faire le tour des différents sujets traités par la presse cette semaine. On commence par cette actualité abondamment relayée par les journaux. Les réponses du gouvernement aux préoccupations de certains députés relativement à la nomination d'un expatrié à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Quelle est votre réaction? De toute façon, sur le plan constitutionnel, l'Assemblée nationale a deux prérogatives, donc le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Donc ce contrôle se fait à travers divers moyens, notamment les interpellations, donc des questions orales, questions d'actualité qui sont adressées au gouvernement. Donc c'est dans ce cadre que les députés ont adressé des questions au gouvernement sur plusieurs sujets, notamment la question de l'accès à l'eau potable, la question de la politique de cantine scolaire, et puis il y a, pour ne pas oublier, la question de la nomination, bien évidemment, d'un expatrié de nationalité rwandaise à la tête de l'ANIP, qui en son temps, quand cette nomination avait été faite en Conseil des ministres, avait suscité beaucoup de commentaires, de controverses, de réactions assez vives des Béninois sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, pour ceux qui ont suivi, vous aurez constaté que cette question orale, je pense qu'elle est venue d'un député de l'opposition, donc député des démocrates, ils n'ont pas été satisfaits des réponses fournies par le gouvernement. Justement, voilà. le parti a réagi par le biais de son vice-président qui estime, je cite, que le gouvernement aurait triplé à cette occasion les députés. Que voulait-il dire exactement? Aurait triplé. Non, en fait, peut-être que c'est l'expression d'une insatisfaction, d'une grande insatisfaction par rapport aux réponses fournies par le ministre de l'Intérieur, M. Nissobon, qui a représenté le gouvernement à cette occasion. Sans doute qu'il s'attendait à des éléments beaucoup plus approfondis de réponse, parce qu'à l'analyse, et pour ceux qui avaient suivi un peu les éléments de défense du gouvernement, quand cette nomination avait été faite, c'est pas trop loin, bien évidemment, de ce que le ministre a servi. Donc, en réalité, pour moi, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux dans les explications fournies par le gouvernement, dans la défense du gouvernement. Mais au-delà, c'est quoi? Cette question qui a été adressée justement par les députés au gouvernement soulève une grosse problématique, puisque l'expatrié en question n'est pas le seul expatrié à la tête ou sollicité par le gouvernement. Vous avez au niveau de la SBE, vous avez expatriés, du port autonome, expatriés qui sont quand même des entités stratégiques pour l'économie. Vous allez au niveau de la NAT, encore un expatrié, entité stratégique, et puis l'ANIP, pour ce que la structure représente. On a dit Agence nationale d'identification des personnes, donc pour toutes ces données, tout ce que la structure représente, une bonne partie de l'opinion publique béninoise, donc les Béninois ont bien raison de se demander s'il était pertinent, opportun de nommer un expatrié à la tête de cette structure. C'est vrai que la nomination de ces cadres pose les ressorts du gouvernement avec son chef. Ils ont les critères qu'ils avancent. Et le gouvernement l'a d'ailleurs rappelé, il a été sollicité pour ces états de service en ce qui concerne cette matière précisément. Oui, mais en fait, quand j'ai lu ça, je pense dans la réponse du gouvernement, bien évidemment, mais avant que le gouvernement fasse appel à cet expatrié, c'est quand même à la création de l'ANIP, c'est un compatriote béninois qui a conduit l'ANIP jusqu'à ce que, en tout cas, qui a fait la première partie du travail avec tout ce qu'on a eu, jusqu'à ce qu'on fasse appel à cet expatrié. Pour moi, lorsqu'on quitte les considérations, je vais dire,
politico-politicienne, quand on veut opiner en tant que citoyen, bien évidemment, les Béninois ont raison de s'interroger, comme je l'ai dit, parce que c'est quand même des postes assez stratégiques, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan sécuritaire, sur le plan des données. Deuxième élément, moi j'ai l'habitude de dire que ces personnes qu'on nomme à ces postes stratégiques, DG de telle structure, directeur de telle structure, ont quelque part une fonction sociale qu'elles remplissent dans notre pays. Et quand vous nommez un expatrié, la réflexion qu'on fera, Béninois lambda, quand on se retrouve dans la rue, c'est quand il prend son salaire, il rapatrie son argent dans ce pays. Il n'aide pas un cousin au village, il n'aide pas un neveu, il n'aide pas une tante, c'est ce que moi j'appelle la fonction sociale. Or, quand c'est un Béninois, donc vivant au Bénin, qui est là, que vous nommez DG d'une société, vous lui payez un salaire, je dis une bêtise, peut-être un salaire 2 mois à la fin du mois, étant donné que nous sommes dans un contexte où lorsque vous êtes cadre, vous êtes cadre non pas que pour vous-même, vous êtes cadre pour votre famille, vous êtes cadre pour votre communauté. Donc, quelque part, vous remplissez une fonction en aidant les jeunes de votre village, de votre communauté, à travers peut-être des aides ponctuelles, en orientant les gens à sortir. Ça, c'est un. Deuxième chose, votre contribution à l'économie à travers les achats que vous faites. Le week-end, vous prenez le véhicule, vous allez au village, vous achetez les choses au bord de la voie, donc vous aidez quelque part les bonnes dames, nos mamans qui sont au bord des voies aussi, à contribuer à avoir des ressources. Mais quand c'est un expatrié que vous nommez, à la tête, bon, comme je l'ai dit, à la fin du mois, son salaire, je présuppose, il rapatrie son salaire, ou bien quand il veut faire des achats, il va dans les grandes surfaces. Donc pour moi, quelque part, il y a aussi cette problématique que ces cadres-là, donc ces expatriés qu'on nomme, quelle est leur contribution réelle je vais dire à ce que j'ai dit tantôt, sur le plan social, sur le plan économique et tout le reste, l'interaction. C'est vrai que le gouvernement va mettre en avant l'idée que nous sommes à la recherche de compétences, de qualité, et un député a bien fait de dire, mais a exigé du gouvernement de sortir les CV de ces compatriotes-là, justement, qui avaient été sollicités, dont on a comparé avec le CV de l'expatrié rwandais, et que ça... Je pense que ça fait partie des grands griefs. Quand vous lisez les réactions sur les réseaux sociaux, même hors réseaux sociaux, ça fait partie des grands griefs que les Béninois ont contre le gouvernement actuel, le fait de nommer des expatriés à ces postes stratégiques-là. C'est vrai, une nuance, que si c'était l'inverse, nous serions également les premiers à applaudir. Si c'est un Béninois qui était nommé dans un autre pays comme ça, ces postes stratégiques, nous serons les premiers à applaudir, à saluer le génie béninois, en disant ceci, cela. Pour moi, in fine, quelles sont les dispositions que le gouvernement prend pour s'assurer que ces personnes-là seront... D'abord le transfert de compétences, donc, parce que l'argument du gouvernement, c'est de dire qu'on a fait appel à ces personnes compétentes pour un temps ponctuel. Donc, quelles sont les dispositions qu'on prend pour s'assurer du transfert de compétences? Qu'est-ce qu'on prend comme disposition pour s'assurer que ces personnes-là sont redevables? Parce que si c'est un Béninois qui est nommé à ce poste, qu'il faute, demain, très rapidement, on sait qu'on peut l'interpeller, il peut faire face aux juridictions. Mais quand c'est un expatrié, qu'est-ce que son contrat prévoit? Est-ce que si jamais il faute demain, est-ce qu'on peut l'interpeller? D'accord. On reste avec les démocrates, dont le président, comme on a pu le suivre ça et là, cette semaine, vous l'avez publié également, a saisi certaines institutions sous-régionales et des partenaires bilatéraux invités à venir inspecter le cadre institutionnel des élections au Bénin. Qu'en pensez-vous? Oui, en fait, quand on parle de cadre institutionnel, permettez-moi de faire un petit rappel historique. En 2019, on a eu un nouveau code électoral. Donc avant ce code électoral, nous appliquons le code électoral qui avait été adopté en 2013, si mes souvenirs sont bons. Et donc le cadre de gestion des élections, on va mettre l'accent sur 2 structures. Il y avait, donc on a la Sénat qui est chargée vraiment de gérer, d'organiser l'élection. Et de notre côté, l'ancien code prévoyait le COS-LEPI pour gérer le fichier électoral. Voilà, donc on avait 2 différents instants. Donc le COS-LEPI travaille, donc fait le rassemblement, arrange le fichier électoral et ensuite transmet le fichier électoral à la Sénat qui est chargée d'organiser les élections. Et à l'occasion de, comment on appelle, et ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce COS-LEPI était constitué quand même de façon, disons, plus ou moins paritaire. Je crois 11 membres, dont 5 de la majorité parlementaire, 4 de l'opposition, le directeur général de l'INSAE, donc la structure chargée des statistiques, et puis le directeur général de la structure d'état civil. Étant donné que le fichier électoral est une matière politique, les différentes tendances politiques, en tout cas représentées à l'Assemblée nationale, avaient la chance, avec cette structure, d'être là et de voir comment est-ce que le fichier électoral, la liste électorale est gérée. À l'occasion de la réforme du code électoral en 2020, donc 2019, le COS-LEPI, donc la loi a prévu que le COS-LEPI soit sauté, on passe à une liste électorale informatisée qui est générée, donc qui est mise à la disposition de la Sénat par l'ANIP. Oui. Par l'ANIP. Deuxième modification qui intervient, c'est dans la composition même de la Sénat. Donc
de la Sénat. On a désormais une Sénat avec une direction générale électorale et un conseil électoral. Bon, on va l'appeler de façon usuelle Sénat. Donc Sénat composé de 5 membres, un représentant de la majorité parlementaire, un représentant de la minorité, un représentant du chef de l'État, un représentant désigné par le chef de file de l'opposition et voilà, et un autre représentant là, je sais pas si une 5e personne. Là où se trouve le problème, si vous vous rappelez, en 2019, les FCBE ont traversé une crise. Oui. Voilà, une crise qui a eu pour conséquence le départ massif donc de plusieurs personnes, notamment Boni Yahi, qui était à l'époque, je pense, président Donné, qui est parti, et son départ a entraîné le départ en cascade de plusieurs autres cadres qui sont partis former ce qu'on appelle aujourd'hui le Parti des démocrates. Mais c'est fait que les FCBE sont allés aux élections communales. Et donc, avec leur score aux élections communales, le dirigeant des FCBE, Paul Humper, est devenu chef de file de l'opposition. Oui. Donc, quand on a voulu mettre en place la Sénat en 2020, je pense, 2020 ou 2021, quand on a voulu mettre en place la Sénat, il est revenu à Paul Humper en tant que chef de file de l'opposition de proposer le représentant chef de file de l'opposition. Voilà qu'il y a une crise de confiance entre les FCBE qui se réclament parti d'opposition et les démocrates qui estiment que la FCBE qui ne reconnaissent pas au FCBE leur statut de parti d'opposition, ou qui estiment que la FCBE représente une opposition contrôlée ou fabriquée par et puis le contexte a évolué avec les élections de 2023. Voilà, donc il y a déjà cette crise-là je vais dire, de confiance entre acteurs de l'opposition. Sinon, si on veut rester dans les considérations pures, dire qu'il n'y a pas de représentant de l'opposition au sein de la Sénat, c'est une mauvaise appréciation. Parce que les FCBE se réclament de l'opposition et leur président, donc leur secrétaire exécutif qui était le chef de file de l'opposition à l'époque, a désigné un représentant qui est à la Sénat. Mais comme je l'ai dit, il y a un problème de crise de confiance. Mais j'estime que là où le bas blesse, c'est justement le fait que désormais, la liste électorale, parce que c'est un élément central. Les acteurs politiques, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que les gens ne se font pas confiance. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de guéguerres autour de la gestion de la liste électorale? Est-ce qu'ils sont conscients que quand on est seul là-bas, quand ils sont seuls là-bas, ils font des choses? Je ne sais pas, mais ça pose un problème qu'il faudra vraiment... J'estime que le fond du problème, quelque part pour moi, c'est le fait que la liste électorale, justement, est élaborée désormais par l'ANIP. Donc ça nous renvoie à la question de mettre à la tête de la NS-Patrié, qui est une agence placée sous la tutelle de la présidente de la République. Donc voilà, sans doute c'est pour dénoncer ou souligner tous ces aspects, ce qui fait que les démocrates, quoi qu'ils soient allés aux élections législatives, parce qu'il faut le souligner, quoi qu'ils soient allés aux élections législatives avec ce cadre institutionnel, n'ont plus confiance en ce cadre institutionnel, où, première chose, je l'ai dit, ils ne se reconnaissent pas en représentant de l'opposition qui est là-bas, ils se reconnaissent en ce représentant étant donné qu'il avait été désigné par le FCBE, donc crise de confiance. Deuxième élément, le fait que la liste électorale est générée désormais par l'ANIP, qui est une agence placée sous le président de la République. Donc problème de confiance. Après, c'est le président d'honneur, donc le président, pas président d'honneur, autant pour moi, le président des démocrates a saisi, donc a dit qu'il a saisi la CEDEAO, l'UEMOA, c'était partenaires bilatéraux. Oui. Non, pour moi, après, c'est d'essayer de comprendre les logiques dans laquelle il s'inscrit. De façon générale, nous sommes déjà un peu en contexte préélectoral pour les élections générales de 2026, marquées de façon frappante par les situations de candidature de part et d'autre. Le débat électoral, il est déjà en train de s'instaurer. Et j'estime que les démocrates, en tant que parti d'opposition, pour eux, il faudra que certains préalables soient réglés avant même qu'on ne passe aux questions de candidature. C'est certainement la raison pour laquelle il a saisi ces instances-là. Donc, logique, peut-être première logique, c'est créer déjà le précédent ou le contentieux préélectoral autour de ce préalable-là, qui est la crédibilité de l'organe de gestion des élections et également la crédibilité de la liste électorale qui servira à organiser l'élection. Donc, première logique. Deuxième logique, c'est peut-être déjà une logique de décrédibiliser tout l'appareil. Décrédibiliser pour jouer après sur peut-être la crédibilité des personnes qui seront élues sur la base de ce cadre de ce cadre électoral. Maintenant, c'est la question qui va se poser, c'est est-ce que cela va aboutir? Quelle pourrait être justement, quelle peut être la suite? Qu'est-ce qu'on peut obtenir? La CEDEAO pourrait y changer quoi? Non, la CEDEAO va faire peut-être usage de ces différents instruments, donc de
comment on appelle, de diplomatie préventive, bien évidemment des diplomaties préventives, en faisant peut-être en appelant les différents acteurs au dialogue, en faisant des recommandations au gouvernement. Mais la politique est aussi quelque part une question de rapport de force. Après, tout va se déterminer par les rapports de force qui vont se créer dans le pays. Comment est-ce que ces rapports de force pourraient contraindre le gouvernement à créer les conditions pour rassurer les différentes parties les uns et les autres. D'accord. Les démocrates ont effectué une descente dans certaines localités où les accès non maîtrisés au Togo voisin ont été fermés à coups de pierre pour on sait à peu près quelle raison. N'est-ce pas là une tentative de récupération politique? C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Voilà. Que les démocrates fassent ce qu'ils ont fait. Faire une descente sur le terrain, interpeller le gouvernement sur la question, déplorer ou dénoncer l'approche du gouvernement. Ils sont dans leur rôle de parti d'opposition. Si on avait au pouvoir les démocrates et les partis du pouvoir, peut-être dans l'opposition, la démarche aurait été la même. Donc pour moi, c'est de bonne guerre. Je ne parlerai pas, même si c'était une récupération, je dirais c'est de bonne guerre. Ça fait partie des ressources qu'un parti d'opposition peut utiliser justement pour critiquer, dans la logique pour se positionner. Voilà, se positionner et de crédibiliser l'action des partis au pouvoir. Bon, au-delà, que pensez-vous de la pertinence de ces mesures, ces solutions? Est-ce la bonne? Il faut parler de quelle solution déjà? La pose des pierres pour bloquer les accès sur le territoire togolais et empêcher en fait que certains producteurs puissent aller. Non, en fait c'est, j'ai dit génération à 2 ou à 3 niveaux sur la question. Le gouvernement défend ou se défend en avançant sa politique d'industrialisation, qui est une politique, en tout cas, qu'il faudra saluer. Le fait de vouloir industrialiser le Bénin, donc créer des industries pour qu'on ait un tissu industriel, c'est une politique qu'il faudra saluer. Je pense que n'importe quelle personne prendra le pouvoir en 2026 ne va pas remettre en cause la vision d'industrialiser le Bénin. Après, quand vous revisitez l'histoire des autres pays qui se sont industrialisés avant nous, cela appelle des sacrifices. Et l'un des sacrifices, justement, c'est que les producteurs, nos parents, donc, acceptent que, voilà, quoi qu'on soit dans une économie libérale où le producteur est normalement libre de vendre son produit à qui il veut, que la production soit destinée d'abord à alimenter les industries locales que nous sommes en train de mettre en place. Sauf que les industries locales en question n'arrivent pas encore à absorber la totalité de la production. Oui, je vais y arriver, mais quand je l'ai dit ainsi, en parlant de sacrifice, nous devons tous nous sacrifier, même nous-mêmes consommateurs de tissus et autres, commencer par acheter les tissus issus de ces industries-là, en tout cas tout ce qui est issu de cette production, industrie textile ou industrie agroalimentaire, acheter la production locale pour que le marché puisse se créer. Mais quand je l'ai dit ainsi, pour moi, après, c'est qu'est-ce que le gouvernement a fait pour sensibiliser les producteurs? Est-ce qu'il y a eu une politique d'explication, de façon pédagogique, de la politique d'industrialisation du Bénin par le gouvernement aux producteurs? Donc, en amont même, avant même qu'on ne commence à instaurer les usines et tout le reste, qu'est-ce qui a été fait pour expliquer aux producteurs? Avant la prise des mesures. Avant la prise des mesures, qu'est-ce qui a été fait pour expliquer aux producteurs? Donc là, je parle vraiment d'éducation des producteurs, d'éducation de la population pour expliquer aux gens là où le gouvernement compte aller et les sacrifices que cela doit appeler, les implications que cela doit appeler. Donc, sensibilisation de proximité. Ça va au-delà de la simple communication pour moi. Ça va voilà, ça va au-delà de la simple communication gouvernementale. Il faut vraiment amener à adhérer à cette politique-là. Est-ce que cela a été fait? Donc si cela n'a pas été fait, il faudra comprendre que quelque part les populations soient. Deuxième élément, celui qui est là actuellement, qui nous dirige, je vais dire quoi, a une faiblesse qui le suit. La faiblesse qui le suit, qui ne peut pas changer, c'est qu'il a été homme d'affaires. Homme d'affaires. Donc on va même appeler industriel parce qui a été présent dans le coton et tout ça. Donc quelque part, les différentes mesures qui sont prises et qui ont un caractère un peu économique, dans la tête du commun, en tout cas de certains Béninois, on nous voit directement derrière le fait que le président, voilà, c'est des mesures pour arranger, le président va arranger son clan d'affaires. Donc il y a cette distanciation qui se crée, ce manque de confiance qu'on commence déjà à avoir aux mesures qui sont prises, même quand c'est des mesures qui sont fondées, qui doivent profiter au grand nombre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas demander au président de retourner dans le passé, de le faire. Il a été homme d'affaires, il a quitté les affaires pour s'investir en politique.
Mais voilà, ça le suit. Vous allez voir, même dans la plupart des réformes, en tout cas, tout ce qui touche à l'économie, au marché, c'est quelque chose qui revient. On se dit, c'est bon, c'est un homme d'affaires, c'est sans doute pour ses affaires, pour les affaires de ses amis. On ne voit pas derrière forcément le... Troisième chose, et qui pose pour moi le problème de la question de la diplomatie de bon voisinage. Pour moi, quand vous êtes un État et que vous avez décidé de mettre en place comme ça une politique d'industrialisation qui devait vous amener à acheter donc les produits, permettez-moi, produits par vos producteurs, permettez la tautologie, c'est qu'il faudra s'assurer avec les pays limitrophes où les populations ont aussi l'opportunité ou l'occasion d'aller vendre leurs produits, s'assurer et discuter avec ces pays-là pour que les prix que vous allez pratiquer ne soient pas trop distants. Donc, mais est-ce que cela a été fait aujourd'hui? Voilà, quels sont nos rapports avec Nigeria, avec le Togo? Est-ce que cette diplomatie de bon voisinage a été établie de sorte à ce que le Bénin, avec tout ce qui a été pris comme mesure, ne décide pas par exemple de vendre d'acheter peut-être le kilogramme de produit à 200 pendant qu'au Togo c'est à 400. Quand vous le faites comme ça, bien évidemment le producteur, il faudra aller vendre son produit au Togo où il a beaucoup plus d'éléments de marché. Maintenant, dernier élément, c'est la question aussi que ça pose. Quand la mesure a été prise comme ça pour fermer les pistes, est-ce qu'on s'est assuré, parce que nous sommes là dans les espaces frontaliers, où de part et d'autre c'est les mêmes communautés, où il y en a de nos compatriotes qui vont dans les localités des autres pays pour avoir accès à des services et vice-versa, donc avoir des services comme des services marchands, aussi avoir accès aux services de santé et tout le reste, même l'école. Et vice-versa aussi, il y a des localités où c'est les populations des autres pays là qui viennent au Bénin, donc qui viennent dans la localité frontalière du Bénin pour avoir accès à ces services-là. Mais en creusant cette tranchée au nom de la lutte contre ce qui est qualifié de sortie frauduleuse de produits, est-ce qu'on s'est assuré qu'on n'est pas en train d'empiéter sur l'accès à ces services-là par les populations? Et cela, si ce n'a pas été parce que la conséquence, c'est que ça accentue les frustrations des populations parce qu'on leur empêche au nom de la lutte contre les sorties frauduleuses de produits, comme je l'ai dit, d'avoir accès à d'autres services. Donc il faudra également mener la réflexion pour que tout ce qui est pris comme mesure, même mesure de répression, voir les implications, tout ce que cela peut créer au niveau des communautés. D'accord, un dernier sujet pour finir, on va parler de la crise à la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Une vingtaine de secrétaires généraux et organisations syndicales de base virées par une décision du secrétaire général confédéral. Que s'est-il passé concrètement? Il faudra peut-être interroger de façon tous les syndicats, les organisations, les syndicats pour comprendre. De ce que j'ai compris, c'est que la CGTB a décidé d'exclure une vingtaine, je pense que c'est 18, SG, 18, voilà, pour être plus précis. Pour être plus précis, et leurs syndicats affiliés. C'est lourd, hein, c'est lourd, c'est gros, ça vient remettre les syndicats au cœur de l'actualité. L'argument avancé, c'est celui de violation de non-respect de la ligne politique de la Confédération. J'ai dit, c'est un dossier qu'il faudra suivre, espérer avoir peut-être après les différents développements que cela va créer, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un débat, ça va créer un débat massif. Comme on le dit, sur quoi est-ce que les responsables de la CGTB ont compté pour prendre cette décision, et après, est-ce qu'il y a eu à l'interne peut-être un processus de médiation, de règlement des différends avant qu'on atteigne la sanction extrême qui est d'exclure ces SG de la Confédération avec leurs syndicats affiliés. Toujours est-il que la Confédération générale des travailleurs va s'en sortir diminuée dans un contexte concurrentiel où la question de la représentativité est importante pour ce genre d'organisation. Absolument, c'est une conséquence directe. C'est vrai qu'on dit que lorsque le malvoyant te demande ou t'invite à ce que vous lancez des pieds, ça voudra dire qu'il compte sur quelque chose, c'est à son pied sur le pied. Mais donc, c'est pourquoi il dit, on se demande sur quoi les responsables comptent. Évidemment, vous l'avez dit, la conséquence directe, c'est que la CGTB s'en sortira diminuée. Les autres organisations syndicales vont essayer de voir comment piocher dans le lot pour renforcer leur représentativité. D'accord. Léonce Gamaï, merci. Je vous dois un merci particulier parce que j'ai dû insister pour que vous soyez là. Je rappelle que vous êtes journaliste, expert média, analyste politique et manager général du média en ligne Banoto, incontestablement une référence dans le domaine.
Merci. Merci encore une fois. C'est un plaisir pour moi. Dans la dernière ligne droite, le plateau culture, c'est avec Pierre Ezin Dognon. Il est docteur en musique et musicologie. Artiste slameur, on l'installe tout de suite. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Bennett Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Le plateau culture à Plaisant, Pierre Ezin Dognon est avec nous ici. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Canal 3. Vous êtes artiste et vous avez choisi de faire dans du slam. Déjà, pourquoi le slam? Le slam, parce que c'est l'esthétique qui me ressemble le plus. C'est l'esthétique musicale qui m'interpelle. De base, je suis parolier. Donc, quand il s'agit de faire de la musique, le slam s'est imposé. D'accord. Alors, je note également que vous avez fait des études de musique, une thèse en musicologie avant de se lancer. L'idée était-elle de concilier la théorie à la pratique? Exactement, parce que moi j'ai fait un doctorat en musique et musicologie, donc je suis musicologue, fraîchement diplômé depuis le mois de juillet. Et pendant 7 années consécutives, j'ai exploré la trajectoire de 3 artistes du golfe guinéo-congolais, notamment Loko Akanza qui est congolais, Pepe Oleka qui est béninoise et Titan Zebi qui est gabonaise. Donc j'ai suivi ces artistes-là pendant les 7 dernières années. J'ai participé à leurs concerts, j'ai assisté à des événements qu'ils organisaient. Je leur ai fait des entretiens, j'ai exploré toute leur vie et leur trajectoire. Ce qui m'a permis de rédiger un document de 700 pages qui est le mémoire de thèse qui a été soutenu devant un jury scientifique. Après ça, on se dit, oui, j'ai développé un esprit scientifique pendant ces années-là. J'ai développé une manière de réfléchir qui fait que je ne vois pas les choses de la même manière. Les artistes voient les choses d'une autre manière et le scientifique voit les choses d'autre manière. Alors, il faut concilier les deux. Il faut concilier les deux. Donc, je me suis dit, j'irai sur le terrain pour voir un peu les réalités auxquelles les artistes font face. Oui, mais à quel moment avez-vous décidé de passer à la pratique et d'embrasser une carrière musicale? L'aviez-vous déjà en tête avant de vous lancer dans les études? Non, pas du tout. Avant de commencer la thèse, il n'était pas du tout question de faire de la pratique. Je me considérais comme un parolier, donc j'écrivais pour d'autres artistes. Et il est arrivé le confinement. À quelque chose, malheur est bon. Donc le confinement est arrivé, on a eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses. On a eu le temps de comprendre que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il faut peut-être se lâcher un tout petit peu. L'idée est partie de là. Pendant le confinement, j'ai commencé à gratter la guitare. Et étant guitariste amateur, j'aime mieux théoriser mes paroles. Et finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas aller au studio? Pourquoi attendre? Alors, comment ça se passe? Très bien. Parce que justement, le studio a donné un album qui est intitulé Espoir. Espoir, qui est un album de 9 chansons, dont la thématique principale est la femme. Dans Espoir, je slame et chante plusieurs sous-thématiques liées à la femme. Alors, on va en arriver là, mais avant, on va justement savourer ensemble avec la complicité de la régie. Le titre, c'est Chérie.
si douce, si belle et si amère. Tu es aussi mignonne que sincère. Je le sais, tu n'as pas le temps des blabla. Tu me donnes l'amour au quotidien. Je le sais, tu es très peu loquace. Tu mérites de meilleurs lendemains. Dans les épreuves les plus difficiles, tu as ce quelque chose qui rend tout facile. Si tu parles, je le sais, tu me reviendras. J'aime te voir dans tous tes états. C'est comme ça que je t'ai mis à mort. Mis à mort. À tes côtés, ma passion est reine. À tes côtés, ma passion est reine. À tes côtés, ma passion est reine. Sois tranquille, je vais te chérir. Avec toi, tout est si facile. Près de toi, je me vois doré en exil. Rassure-toi, j'ai tout pour t'embellir. Tes ex sont tort de te larguer. À jamais, je vais te garder. Avec toi, je m'éclate, je ris aux éclats. Et loin de toi, je perds tout repère. Et loin de toi, je perds tout repère. Et loin de toi, je perds tout repère. Encore je tombe pour tes charmes. C'est vrai, mon mental est en larmes. Tes copines me haïssent comme gare. Pardonne-moi, l'amour est un gars. D'accord, alors nous on va rapidement retrouver nos repères ici. Il y a ce titre et puis il y a Caroline. Il y a Caroline. Deux titres qui chantent la femme. Oui. Quel est le rapport? Pourquoi on pourrait dire peut-être que la femme est toujours au centre de vos tests? Oui, c'est le fil conducteur de l'album parce que le confinement nous a montré, comme je le disais tantôt, que la vie ne tient qu'à un fil. Et au lendemain du confinement, on a commencé à revoir les anciennes pratiques liées aux situations géopolitiques mondiales, comme la guerre notamment, qui est à la porte à côté, entre la Russie et l'Ukraine. Donc je me suis dit, il vaut mieux chanter l'amour plutôt que la guerre. Et pour chanter l'amour, quoi de plus beau que de valoriser la femme? Alors, en dehors de Caroline et Chérie, je ne sais pas, y a-t-il d'autres titres chantent-ils qui parlent de l'amour? Oui, il y a Maman, par exemple. Mère, tu es plus vaste que l'océan. Ta double casquette a fait de toi père et mère. Ici-bas, la terre est mère, et c'est vrai que toi, mère, tu es ma terre. Tu es mon seul oxygène dans cet univers, je n'ai que toi comme vrai repère. Tant de douleurs à ma naissance, tant de prières pour ma réussite. Ça c'est Maman, ça c'est une chanson, c'est un extrait de la chanson Maman par exemple. Il y a d'autres comme par exemple Amour secret, je dois t'avouer que je t'aime en secret. Malgré moi je suis obligé d'être discret. Je te veux, tu as la lumière à tous les étages. Petite fille de toi je rêve, tu es magnifique. Femme de lumière pour moi tu es magique. Pour toi princesse, je vais être là, matin et soir. Tu le sais, ma mère est catholique. Est-ce qu'elle t'accepterait comme sa fille? Je le sais, ton père est musulman. Est-ce qu'il m'accepterait comme son fils? À travers l'amour, on essaie quand même de dénoncer certaines choses. Par exemple, quand je dis... d'évoquer certaines thématiques qui vont au-delà quand même de l'amour. De l'amour de société. Et là, vous êtes en tournée dans la sous-région, plusieurs spectacles d'une capitale à l'autre. Vous étiez d'ailleurs en concert seulement hier. Quelles sont vos sensations? Que pensez-vous du public béninois en particulier, celui africain en général? Ça, c'est une question qui me fait sourire parce que justement je suis au cœur de cette problématique actuellement étant en tournée. Je suis venu de la France pour la Côte d'Ivoire directement où j'ai fait un concert le 3 novembre en Côte d'Ivoire et je constate, si on doit, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on peut dire du public africain en général. Le public ivoirien qui m'a accueilli est différent du public béninois qui m'accueille par exemple. Les habitudes de consommation culturelle sont différentes d'un pays à un autre. En Côte d'Ivoire, les habitudes de consommation sont beaucoup plus ancrées. L'Ivoirien intègre dans sa pratique quotidienne ou dans son agenda de la semaine une activité culturelle. Je constate que pour le Béninois, ce n'est même pas une option. La culture, ce n'est pas envisageable en fait. Même quand tu lui dis de venir consommer gratuitement, il te dira qu'il a d'autres préoccupations quotidiennes. Non, c'est peut-être enfin la culture que vous faites qui
ne colle pas avec les attentes du public béninois? Heureusement que je discute avec d'autres artistes. Heureusement, j'observe, puisque ma pratique ou mon regard scientifique fait que je suis beaucoup d'artistes béninois et la pratique que je fais m'amène encore à en côtoyer beaucoup. Donc le slam, c'est une esthétique que le béninois n'a pas encore intégrée, évidemment, mais il y a quand même de grands noms du slam comme Amagbeyon Vodon, Gopal Das, Serge Marcus qui arrivent à intégrer les questions de société liées ou les problématiques liées à la société béninoise, à leur écriture, à leur manière de slammer, et ils font face quand même aux mêmes problématiques, à la même problématique de regrouper le public. Ce n'est pas du tout évident. Et même les artistes qui font de la musique populaire urbaine, comme on le dit, ce n'est pas toujours évident de déplacer le public béninois. Alors, en dehors des concerts, y a-t-il d'autres projets? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui, en dehors des concerts, il y a le chercheur qui est aussi en activité. Il y a mon directeur de thèse, par exemple, qui arrive au Bénin en début décembre et qui reste là jusqu'à mi-décembre pour une activité scientifique. Donc il y a les activités scientifiques qui sont dans l'agenda du séjour. J'ai animé une conférence dans le cadre du Salon Afrique Unie le vendredi dernier. Donc il y a beaucoup d'activités scientifiques qui sont prévues en dehors des concerts. D'accord. Quelle image vous projette le showbiz béninois? Quel est votre regard là-dessus? Le showbiz béninois, en fait, je vais comparer parce que ce serait difficile de donner son avis sans comparer. Je vais comparer à d'où je viens ou d'où je réside en ce moment, qui est la France. C'est peut-être prétentieux de faire cette comparaison, mais je laisse la France et je prends la Côte d'Ivoire parce que étant en France, j'ai beaucoup d'attaches avec le milieu ivoirien. Et je constate qu'il y a une certaine solidarité. Bien que chacun cherche à exister dans le milieu, on cherche à quand même grandir ensemble. C'est un peu plus difficile au Bénin de chercher à avoir la main des uns et des autres autour de soi et de pouvoir être autour des autres. C'est un constat. D'accord. Donc on est dans l'individualisme. Alors, quel artiste africain et béninois, quels artistes africains et béninois vous inspirent-ils? Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique traditionnelle. Donc, Gbezé, c'est ma source d'inspiration, c'est ma meilleure source d'inspiration, que ce soit l'ancien ou le nouveau Gbezé. C'est ce que j'écoute au réveil et parfois même au coucher. Les artistes comme le grand Alec Péranhou, je l'écoute très souvent. Maintenant, si on doit venir dans la génération qui est la mienne, il y a un artiste porto-novien qui, je dirais jeune, oui, parce qu'il est de ma génération, Manzo, qui m'inspire beaucoup de par sa voix, de par sa manière de placer ses paroles et la profondeur de ses textes. Alors, si vous deviez envisager une collaboration, ce sera avec Manzo? Avec Manzo, oui, ça c'est sûr. Si j'avais l'occasion, c'est sûr. Manzo, si tu m'écoutes, on ne se connaît pas, mais si tu m'écoutes, je pense que je me ferai ce n'est sûrement pas tombé dans les oreilles. Comment entrevoyez-vous votre carrière d'ici quelques années? Quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Alors, la carrière artistique, pour moi, c'est une passion. C'est une passion qui est en train de devenir une carrière. Parce qu'aujourd'hui, cela fait 1 an que j'ai lancé l'album Espoir. Et j'ai fait une tournée européenne et je me retrouve projeté en Afrique à faire une tournée africaine. Donc, la carrière artistique est une passion qui va continuer à s'exprimer. Si on peut l'appeler carrière, on l'appellera carrière. Mais en dehors de ça, il y a la carrière du scientifique que je dois beaucoup plus prendre au sérieux pour pouvoir vivre ma vie, parce que c'est ce qui me nourrira, c'est ce qui va me nourrir, c'est de ça que je vais vivre. Le musicologue s'exprimera à l'université, je suis universitaire, donc là après la tournée, je repars à l'université qui m'emploie en France pour continuer à exercer. D'accord. Un dernier point rapidement, un concert ce soir? Oui, il y a un concert ce soir à l'espace Mayton, à Calavi, derrière à côté du 5 vents, je crois, oui, 5 vents après le petit portail du campus de l'université. Donc si vous êtes dans les parages, si vous êtes dans les zones, venez écouter du slam, du bon slam.
D'accord. Et il y en aura d'autres dans la semaine, les jours à venir? Oui, le 17 novembre, je suis chez les Sœurs Teriba à l'espace Calebas à Firose. Et le 18 novembre, je suis à Parakou, dans la cité des Kobourou, notamment à l'espace Onwelekbe. Donc si vous êtes à Parakou et environ Natitangu et tout ce qui est autour de Parakou, c'est la seule date dans le septentrion. Donc venez nous écouter, venez partager un moment de scène avec nous. D'accord. Un mot pour conclure? Merci de m'avoir reçu. Venez nombreux ce soir nous écouter. Et mon nom d'artiste, c'est Mister Ezin. Mister M-Y-S-T-E-R E-Z-I-N. D'accord. Encore une fois, merci. Merci. D'être venu nous voir. Tenez-nous informés pour vos prochains spectacles. Nous vous ferons le plaisir de venir vous voir en scène. Merci. Allez, terminus. Tout le monde descend. On va faire un clin d'œil à toute l'équipe technique qui nous a assistés. De la diffusion à la régie, William Zanou était au mélangeur. Merci à tous et bonne suite de journée dominicale en compagnie de nos programmes. Sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite, ce sont deux amants. Overdose de douceur, ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La reine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, Tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une super fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanille, à sa boulinie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délits futis, à son style pacotille. Je suis l'as tétrel qui pique ton cœur, l'as tétrel qui pique ton cœur, l'as tétrel qui pique ton cœur, Caroline. À quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau, carreau. Ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensée. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadais de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même égo, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. Je suis l'as des trèfles qui pique ton cœur, l'as des trèfles qui pique ton cœur, l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Claude MC prend le microphone, Jean Love Story, la gamme fine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma canne, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma coque, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Je repense à elle, femme actuelle, 20 ans je l'ai jolie. Remets donc le film à l'envers magnéto de la vie. Pour elle, faut-il admettre des larmes ont coulé. Hémorragie oculaire, vive notre amitié. Du passé, du présent, je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino. Je joue les rouges, peur, carreau.